Jacques, merci de me recevoir, merci pour l'invitation. On est dans ta chouette demeure orléanaise. Oui, et chouette demeure, c'est une copropriété, hein. Je ne suis pas tout seul. Mais surtout que pour parler de Jeanne à Orléans, on va dire c'est un peu royal. C'est ça, oui. Et on s'était rencontrés il y a 2 ans. En fait, j'ai été tombé sur ton bouquin. Je ne sais plus si c'était à la librairie de Rennes-le-Château. Je ne sais plus exactement. Je pense que c'était quand j'étais à Rennes-le-Château et je pense à la librairie où j'avais vu ce Jeanne d'Arcadie. Et c'était ce terme Arcadie qui sonne un petit peu comme comme un voyant qui clignote, genre tiens, ça a aiguisé ma curiosité. Et je disais tiens, Jeanne et l'Arcadie, je voyais à peu près l'idée qui pouvait aller derrière, mais c'était justement Jeanne, je l'avais encore jamais vu lié au mystère de Rennes-le-Château, donc c'était ça qui m'avait interpellé. J'avais lu la 4e de couverture, je crois, puis j'avais vu tout ce que tu mettais, je me suis dit tiens. Et puis du coup après l'avoir lu, ça je trouve c'est un des trucs qui est chouette aussi sur notre époque, parce qu'il y a quand même des bons côtés, on peut les souligner aussi, c'est le fait de pouvoir se rencontrer en fait. Tu lis le bouquin de quelqu'un, tu te dis tiens, ça me ferait plaisir d'échanger avec lui, qui m'explique un peu plus ses thèses, et puis tiens, tel truc là moi j'aimerais creuser, ou savoir qu'est-ce qui l'a amené à penser ça, ou c'est quoi ses sources. Et puis du coup je t'avais contacté, et puis voilà, je trouvais que tu avais ce livre que tu as écrit sur Jeanne d'Arc, je trouvais qu'il était vraiment intéressant, surtout que c'est Jeanne d'Arc même, c'est vraiment une des personnages les plus connus de l'histoire de France, qui est aussi vachement... mondialement connu. Ouais, c'est ça qui est marrant, tu demandes aux Chinois, aux Japonais, absolument. Ils connaissent 3 personnages, c'est Napoléon, Jeanne d'Arc, et puis voilà, en plus elle a tout il y a toute une mythologie aussi, on va dire même dans le roman national, et toi t'es pas du tout venu déconstruire ça, mais déjà du coup, comment du coup tu en es arrivé à Jeanne d'Arc et tu t'es intéressé à elle un peu spécifiquement Comme je le dis, en fait dans ce bouquin, c'est que je suis né avec quasiment. Je suis d'Orléans depuis toujours. Quand j'étais jeune, j'étais louveteau, je dessinais, je défilais dans les défilés du 8 mai. Ensuite, j'étais Boy Scout. Ensuite, je suis à l'armée. J'ai fait mon temps à Compiègne. J'ai été... Oui, c'est là qu'elle est arrêtée, non? C'est là qu'elle a été. Oui, c'est là qu'elle a été arrêtée. En fait, j'ai toujours été marqué par Jeanne. Alors, est-ce qu'elle m'inspire? Je ne sais pas. Mais tu l'as retrouvée partout où que tu ailles, quoi. Voilà, partout. Et donc, quand je me suis trouvé à Rennes-le-Château, où j'ai vu une statue de Jeanne d'Arc qui était complètement anachronique dans la sacristie du curé Saunière, parce qu'il est quand même été à Rennes-le-Château de 1880 à 1915 par là. Oui, c'est ça, ouais. Jeanne n'a été canonisée qu'en 1920. Je dis tiens, ça c'est bizarre. Et je me suis un peu penché sur la question et je me suis rendu compte que il y a des tas de gens qui parlaient n'importe comment du fameux prieuré de Sion. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout le vrai prieuré, celui du mec qui a inventé une association à Annemasse en 1963. Mais en fait, le véritable prieuré, non pas de Sion, mais de Notre-Dame du Mont-Sion, a été fondé en 1099 à Jérusalem par Godefroy le Bouillon, qui n'était pas n'importe qui. Et ensuite, ce prieur, pas ce prieuré, cet ordre de Notre-Dame du Mont-Sion, qui est devenu le cœur, le cercle intérieur des Templiers. Et en 1154, c'est le roi Charles VII, non Louis VII, pardon, Louis VII qui habitait Orléans, à la forteresse qu'il y avait au bout du pont, là, qui s'appelait
De Châtelet, là, c'est ça? Le Châtelet, ouais. Voilà. Et c'est lui qui, en revenant de la 4e croisade, je crois que c'est la 4e, a rapporté avec lui 3 ordres de chevalerie. Le premier, c'était l'ordre de Saint-Lazare, qu'il a installé à l'est d'Orléans, à une petite commune qui s'appelle Boigny, et qui y est toujours. Et le second, c'était les Templiers, qu'il a installé rue de Bourgogne, où j'habite. Là où on est en plein dans le quartier du Temple, ici, ouais. Et le troisième, c'était l'ordre de Notre-Dame du Montsion, qu'il a installé également à Orléans, dans une église qui s'appelait Saint-Sanson. Et qui est à l'intérieur qui était à l'intérieur des remparts à l'époque. Et ça, où est-ce qu'on trouve ces traces-là? C'est dans les archives Alors tout ça, c'est dans les archives, oui. Et c'est donc en fait la première installation en France de l'ordre de Sion et des Templiers. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus du tout des Templiers à Orléans, alors que si tu vas te promener rue de Bourgogne, tu vas voir un établissement qui est aujourd'hui un bar à tapas, et qui était autrefois... Et tu m'avais montré. Voilà, qui a été autrefois l'église Saint-Sauveur, qui a été donnée aux Templiers pour leur première commanderie, en fait. Commanderie qui était également dotée d'un territoire, d'un domaine, sur lequel nous sommes. Puisque, à l'époque, les remparts s'arrêtaient donc à l'actuelle rue de la Tourneuve, et s'en allaient. Ça couvrait jusqu'à Semois, jusqu'à Fleury carrément, et dont la partie qui s'appelle actuellement non pas Saint-Jean-de-Bray, mais jusqu'à Saint-Jean-de-Bray, la partie Saint-Marc, où il y a l'église Saint-Marc encore. Ça fait penser un peu à l'enclos du Temple qu'il y a pu avoir à Paris, cet immense quartier templier, puis après toutes les dépendances. Mais qui est arrivé plus tard. Parce que Orléans est le cœur. Ah, tu veux dire que le siège de l'ordre du Temple a d'abord été à Orléans avant d'être... Oui, parce que c'est là que Louis VII les a ramenés. Et ensuite, en 1163, je crois, c'est 9 ans plus tard, on a assisté à pas l'innovation, au début de la construction de Notre-Dame de Paris. Et en même temps de l'enclos du Temple. Mais c'est ça seulement plusieurs années après. Et ce que je veux dire, c'est que, je veux souligner, c'est que l'initiateur de la construction de Notre-Dame, Notre-Dame entre guillemets, on en reviendra, on y reviendra, typiquement templier. L'initiateur de cette construction, qui s'appelait, j'ai oublié son prénom, mais il s'appelait De Sully. On le retrouve là-dedans. C'est pas important. C'était un ami de Louis VII, et donc il était parfaitement au courant de l'arrivée des Templiers et de l'ordre de Notre-Dame de Sion. Et je cherche son prénom, mais ça reviendra. Ça va me revenir. C'est donc lui qui a commencé la construction de Notre-Dame, et c'est en même temps que qu'on commençait à se construire l'ordre, non pas l'ordre, mais l'enclos du Temple à Paris, dans le Marais. Et donc, c'est quelque chose qui est important à noter, parce que on va voir tout à l'heure, quand on parlera de Jeanne, que ce n'est pas n'importe quelle bergère, bien sûr elle n'était pas bergère, mais que en fait c'est la fille adultérine de
Louis d'Orléans, qui était le frère du roi fou, de Charles VI, ouais. et de sa femme, qui était séparée depuis pas mal de temps, Isabeau de Bavière. Et ça, qu'est-ce qui nous permet de le penser il faut lire un certain nombre de choses, notamment un gars qui a écrit les chronologies royales, j'ai oublié son nom, mais c'est dans le bouquin, donc qui dit que elle n'est pas née le 6 janvier 1412, mais 5 ans plus tôt, le 10 novembre 1407. Ce qui fait qu'à Orléans, elle est arrivée, elle avait 21 22 ans, et non pas 17. De toute façon, là, on peut le poser tout de suite. C'est marrant parce que j'avais un cours il n'y a pas longtemps avec une élève et on avait la période de Jeanne d'Arc. Et je lui dis de toute façon, et puis je lui disais, c'est là que j'ai toute ton influence, je lui dis de toute façon, elle peut pas, une femme qui monte à cheval, qui se bat, qui mène des hommes, qui soutient des joutes oratoires en latin, qui est capable même d'avoir de l'habileté rhétorique en latin, ce n'est pas une paysanne en fait, c'est juste pas possible. Bien sûr. Mais bon, d'ailleurs elle a fait réflexion à un moine de Poitiers lors de son inspection, je veux dire, pour voir si c'était bien une femme. Ça aussi, il faudra qu'on y revenir. Ouais. C'est sur la liste. Elle lui a fait la remarque, comme le moine lui disait qu'elle parlait pas très bien français, parce que évidemment elle a été élevée en Alsace, et lui a rétorqué mieux que vous, enfin bref. Oui, quand je dis ça, effectivement, elle est née 5 ans plus tôt, et pas à Domremy, mais à Paris. Elle est née c'est à l'hôtel Barbette, dans le Marais, et 15 jours plus tard, à peu près, son père biologique, Louis d'Orléans, oui. Louis d'Orléans, a été assassiné par le Bourguignon. Pourquoi? Parce que l'un comme l'autre étaient rivaux au conseil du roi, dans la mesure où le roi, effectivement, ne pouvait plus gouverner, il était zinzin. Et donc, c'était... deux grandes factions, rivales de l'époque. Étant donné que Louis d'Orléans était l'amant de la reine, et il avait l'avantage d'influence sur le conseil. Et puis frère du roi, en plus, c'est pas... Et puis c'est le frère du roi. En plus, voilà. Si le roi n'a pas d'héritier, en théorie, même dans la lignée, dans la succession dynastique, il est le premier sur la liste. Absolument. Donc il a été assassiné. Et on lui a fendu le crâne avec le hache, et on lui a coupé la main avec le gant, une main à laquelle il avait un anneau. Pourquoi est-ce qu'on a coupé sa main et qu'on l'a emporté? Ça, on peut même le voir sur les enluminures d'époque, il me semble. L'anneau avait... Oui, tout à fait. L'anneau devait avoir une importance, je pense. Et enfin, quand je pense, j'en suis sûr. En fait, c'était très probablement un sceau templier. Indicateur d'une filiation, oui. Voilà. Et donc, pour Louis d'Orléans est décédé. Le bébé qui était né 15 jours avant semblait présenter des défauts physiologiques, en ce sens qu'on ne savait pas trop si c'était une fille ou un garçon. Ça s'appelle l'intersexualité. C'est quelque chose de beaucoup plus courant qu'on imagine. Et en fait, il fallait attendre un peu. À l'époque, c'était quelque chose qui arrivait assez souvent. Oui, mais toujours aujourd'hui. On n'en parle pas, mais il y en a toujours. Et donc, il fallait attendre un peu pour voir comment ça allait évoluer. Et Louis d'Orléans a été assassiné par son rival, et la jeune Jeanne avait présenté des défauts physiologiques qui faisaient qu'on ne savait pas trop. Du coup,
étant donné qu'elle était un enfant du péché, je dirais, ouais. Il y avait des quantités de libelles qui circulaient dans Paris, et on a trouvé que c'était peut-être plus intelligent de marquer dans les registres que c'était un garçon mort-né, et d'évacuer le bébé, bien vivant lui, en dehors de la sphère, je dirais, médiatique de l'époque. Donc on l'a confié à quelqu'un. Exfiltré, quoi, ouais. Voilà, on l'a exfiltré, oui. Donc on l'a confié à quelqu'un qui avait un intérêt à reprendre un petit peu de couleur au niveau de la noblesse. Et c'était comment ça s'appelait, Monsieur Darc, les Darc, ouais. Les Darc et sa femme de Houton. Et ces gens-là étaient des petits nobles qui avaient perdu certains privilèges du fait qu'ils étaient devenus agriculteurs. Ouais. Mais le comble. Oui. Mon Dieu, les nobles qui travaillent, mais quel scandale. Oui, voilà, c'était tout. Oui. Vous avez pas honte, les gars? Ouais. C'est tout à fait le symbole de l'époque. Et donc, ça les avait sans doute mis, je dirais, dans une situation de discrétion, mais avec toujours quand même des rapports avec la cour royale, puisqu'il y avait une autre Jeanne d'Arc, qui était femme de, non pas femme de chambre, femme de il va falloir qu'on fasse découpage, hein. Femme de compagnie, quoi, de la reine. Et donc, voilà, on a décidé que Jeanne serait arrivée à Don Rémy. Et loin de Paris, sachant qu'en plus à l'époque, Don Rémy, c'est le duché de Bar, Lorraine, donc on est même, je ne sais même plus si on est dans le royaume de France. Plus que ça. À l'époque, Don Rémy était effectivement un comté à part, et le futur René d'Anjou, qui n'avait encore que 12 ans, a échangé son comté, son riche comté de... Oui, c'était pas le Luxembourg Non. Mais c'était dans l'Est aussi de la France. Oui, je me souviens d'un bouquin quand t'en parles. Moi j'ai un trou aussi. Ouais, bon. Il a échangé son comté contre celui de Bar, parce que justement c'était là, enfin je suppose que c'est précisément comme s'il fallait parce que dans le patrimoine, quoi. Oui, mais ce n'était pas la France. Ouais. Voilà. C'était en fait la limite entre la France et la Lorraine. Et qu'à l'époque, il est dans le Saint-Empire romain germanique. Voilà, et il se trouve que René d'Anjou va épouser la fille du duc de Lorraine. Et donc, c'est un petit peu... Pour les gens situés, René d'Anjou, il est comte de Provence, il me semble. Il était comte de Provence, il était... héritier, oui, comte de Provence, puis après, il a eu plein de terres aussi. Roi de Naples et de Jérusalem en titre. En titre seulement. Oui, c'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve dans le comté de Bar, qui va devenir duché par la suite, la croix de Lorraine. Parce que cette croix de Lorraine, en fait, c'est la croix de Jérusalem. Oui, c'est vrai. Voilà. On la retrouve dans des traits. Oui. Et ça aura un rapport des siècles plus tard avec De Gaulle, qui... Enfin, bon, bref. Et je voulais peut-être revenir sur un truc, parce que là, effectivement, pour les gens qui nous écoutent, en fait, on a parlé de Templiers. Oui. Du coup, on va oublier un peu d'en parler, parce que c'est vrai qu'on parle de Templiers alors qu'on est au début du XVe siècle, et les gens se disent, mais attendez, l'ordre du Temple,
il est censé avoir été arrêté et puis dissous dans les années 1310. Donc comment il peut y avoir encore des Templiers en France? Eh bien oui, c'est toute la question. C'est que effectivement, en 1307, le roi Philippe le Bel les fait tous arrêter. Enfin, c'est ce qu'on dit. En fait, il y en a énormément qui ont échappé à cette rafle et qui sont donc partis en Espagne, en Portugal, en Écosse, voilà. Et en fait, les Templiers sont versés dans de nouveaux ordres en Espagne. Enfin, ils ont changé de nom. Mais en France, étant donné qu'ils étaient abolis par le pape, qui entre parenthèses... Même pas tant que ça, parce qu'en plus c'est extinction... oui, par provision. Ouais, c'est ça, donc c'est... Par provision, et en plus... un désaveu complet du côté de la papauté. Et en plus, on a découvert seulement en 2021 ou 2019, je ne sais plus, qu'il avait réécrit, ou ça s'appelle un rescrit, je crois, disant que finalement, c'était une mauvaise accusation et qu'il... Comme en justice, on blanchit, oui, voilà. je ne sais plus c'est quoi l'expression. Et donc il a totalement pardonné les Templiers. Mais entre-temps, ils avaient été obligés de s'occulter. Oui, ils sont passés en mode souterrain. Voilà, un peu comme les francs-maçons après la Seconde Guerre mondiale, qui avaient été déportés exactement comme si c'était des juifs ou autres. Les francs-maçons se sont occultés et c'est pour ça qu'aujourd'hui ces gens-là ont une culture de secret. Mais, il avait déjà en partie avant, mais c'est vrai que là, pour le coup, ils ont été chassés vraiment pour ce qui... Non, mais avant, c'était une culture du secret. C'est discret, mais c'est pas secret. C'était une culture de secret, je dirais interne à la profession. Parce que c'était des maçons francs. À l'époque des Templiers. D'ailleurs, les communautés d'ouvriers, donc il y en avait deux, je crois, mais une qui s'appelait les Compagnons du Devoir de Liberté, qui ont perdu cette dernière particule. Ça s'appelait Enfants de Salomon, il me semble, avant. Alors c'est une autre. Ah, c'est une autre. Il y avait deux, ce que je viens de dire, il y avait deux. Mais en fait, ils travaillaient ensemble. Et puis ils étaient très proches des Templiers de toute façon. Oui, ils étaient logés et je dirais peut-être même payés par les Templiers pour construire la cathédrale. Donc, ça c'est la grande thèse que tu évoques dans ton livre, mais là où tu as été aussi, j'imagine, assez influencé par les travaux de Louis Charpentier dans les années 60. Oui, bien sûr. Voilà, les Templiers ont été, c'était vraiment cette ONG en fait qui avait vocation un peu à civil. C'est passé par le temple, mais avant il y avait eu les ordres monastiques et l'idée qu'on a vraiment une espèce d'organisation gouvernementale qui va un peu civiliser, qui va faire du développement à la fois économique, agricole, on va dire, matériel, mais et spirituel aussi, et essayer d'élever le niveau de conscience, de spiritualiser. Tout à fait, Et c'est effectivement, c'est pas la raison principale, à mon avis, du secret qui se transmettait des secrets de métier. C'était pas des secrets, ils se cachaient pas. Mais c'est vrai que c'était une façon de former les nouveaux, les apprentis, etc. Et je pense aux compagnons bâtisseurs là. Oui. Il y a toujours eu des rites d'initiation dans ces logiques de corps. Toujours. De la même façon que même les bizutages aujourd'hui ça existe toujours et donc. Oui, les bizutages c'est autre chose, mais oui. Non, mais tu vois, je pense même ce qu'on va accuser les Templiers d'avoir fait, c'est un ordre militaire et donc on peut très bien avoir des espèces de logiques de bizutage où on te fait faire des trucs à l'entrée pour te tester. Bon. Alors c'est un ordre. C'est sûrement pas que ça. C'est un ordre militaire, mais également monastique. Oui, en ça, il est très singulier. C'est très singulier et c'est à l'époque, c'était quelque chose qui était même presque révolutionnaire. Les chevaliers moines. Oui, parce que normalement, tu ne tueras point, mais... Oui, au départ, ça peut apparaître comme une contradiction. Oui, et en fait,
faut se resituer dans le contexte de l'époque, où en fait on présentait, d'ailleurs ça me rappelle un peu des trucs qui se passent aujourd'hui, on présentait les Mahométans comme les ennemis du Christ. En fait, si on regarde bien, non, parce que le Coran reconnaît Jésus, Issa. Techniquement, l'islam ne reconnaît plus Jésus que le judaïsme, par exemple. Oui, absolument. Donc, enfin, bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, à l'époque, les Templiers étaient donc normalement voués à défendre le Christ. D'ailleurs, dès le départ, ils ne s'appelaient pas les Templiers, ils s'appelaient les pauvres chevaliers du Christ. Ils n'ont jamais parlé des Templiers de Jésus, mais du Christ. Ils font une différence. Comme si pour eux, anodine, comme si pour eux, Jésus historique et le Christ, c'était deux personnages qui se sont peut-être mêlés, mais il y a une figure historique et puis il y a un symbole, un archétype, un idéal. Absolument, oui. Enfin bref, on n'est pas vraiment là pour parler de ça. Bon, mais de toute façon, c'est. Oui, non, mais ça en fait partie. Comprendre de toute façon. Ça en fait partie parce que cette résurgence du temple qui a pu être incarnée par Jeanne, de toute façon, il faut avoir compris qu'est-ce qu'était le temple, donc. Oui, et surtout en quoi. Aussi, et surtout en quoi il croyait. Et c'est pas par hasard que le temple n'a jamais été associé à n'importe quel autre ordre monastique qui aurait dépendu de la hiérarchie cléricale. Le temple a toujours dépendu uniquement du pape. Et pas, même pour consacrer, enfin pour comment on appelle ça ? Pour ordonner leurs propres prêtres à l'intérieur. Ils ne sont jamais passés par... C'est indépendant de ce qu'on appelle à l'époque le clergé séculier. En fait. Voilà, le clergé régulier, en gros, c'était les moines, les monastères, c'est-à-dire des gens qui faisait des vœux, qui avaient un engagement monastique, et le clergé séculier, c'est celui qui était dans le siècle, dans le temps, donc c'était tout ce qui était plutôt la pyramide ecclésiastique, donc les évêques, les abbés, les curés, etc., jusqu'au pape. Et il faut noter que, je dirais, l'acte de naissance du temple a été fait par Bernard de Clairvaux. Or, Bernard de Clairvaux n'était pas un évêque, c'était un moine, à un certain niveau, mais qui avait eu surtout... Personnage exceptionnel. C'était exceptionnel, et qui avait surtout une connaissance qui était très inspirée par des antiques savoirs racines celtiques. Voilà. C'est pas par hasard que c'est... comment il s'appelle Étienne Harding, et puis même avant... Oui, il y a Étienne Harding, mais je parle même à la fin... Oui, Saint-Colomban. Saint-Colomban, et puis surtout le moine... donc l'évêque d'Armagh en Irlande, qui est venu mourir entre ses bras, qui est celui qui a écrit qui serait, faut toujours mettre des conditionnels, celui qui a écrit les prophéties à propos des papes. Samalaki, voilà. Et bon, ça laisse supposer que les Templiers avaient une foi christique, je dirais, oui, chrétienne, oui, mais pas du tout dans la ligne du dogme du Vatican. De toute façon, qui a arpenté les sites templiers, je dirais en plus il y avait déjà une reconnexion avec les bénédictins, les cisterciens autour de l'an 1000 aux racines, on va dire, celtiques de l'Occident, et avec les Templiers, il y a eu aussi le fait d'être les États latins qu'on est un peu allé puiser aux racines orientales. Aussi, juste pour resituer pour les gens, en fait, il faut se rendre compte que avec l'installation finalement de la Gaule la Gaule était celtique,
Quand vous avez la colonisation par les Romains et qui ça deviendra l'Empire romain finalement, les druides vont être quand même, qui étaient ces grandes figures spirituelles et dépositaires de la tradition celtique, ont été persécutés. Il y en a pas mal en fait qui se sont réfugiés dans les îles britanniques, notamment en Irlande. Voilà, l'Irlande c'est le seul endroit qui n'a pas été. Les Romains avaient colonisé une partie de la Grande-Bretagne et donc en fait, et après vers le 5e, 6e siècle, il y a eu à la fois une christianisation de cette zone-là. On a eu des gens qui sont allés évangéliser l'île, mais une sorte de christianisme celtique, on pourrait dire, ce serait vraiment une espèce de syncrétisme des deux traditions. Et après, on va voir un retour de cette tradition celte par des moines justement irlandais qui vont venir s'implanter en France, notamment Saint-Colomban. Voilà. Et qui fondent des monastères. Et voilà, on a tout ce développement monastique. Il faut vraiment se rendre compte qu'autour de l'an 1000, la France, c'est vraiment un pays de monastères et d'abbayes en fait, et qui sont des endroits très importants, même ne serait-ce que sur le plan économique, parce que c'est là que ça travaille, ça fait travailler les artisans. On parlera aussi avec le temple qu'il y a ce double aspect aussi un peu civilisateur au sens presque matériel, et puis tout ce volet, on va dire, spirituel. Oui, tout à fait. Et donc, les Templiers, pour alimenter l'entretien des forts et des militaires en Orient, avaient implanté en France et en Europe en général même, une quantité de commanderies où il y avait juste un Templier. Des fois, il n'y en avait même pas, et surtout, il y avait des sergents, des gens qui s'occupaient de la gestion des domaines, de l'élevage, etc. Et puis, il y avait tous les gens qui travaillaient pour ça. Et tout ça, ça produisait énormément. En fait, en plus, il s'est trouvé une réforme agricole dans les mêmes temps. Et ça produisait énormément pour alimenter les guerres de croisade. Une fois qu'ils ont commencé à perdre un peu, les croisés, je parle, pas les Templiers eux-mêmes. Oui, après la chute de Jérusalem. Après la chute de Jérusalem et surtout la chute de Saint-Jean d'Acre, c'est là que le roi Louis VII a rapporté avec lui les trois ordres dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais évidemment, ils avaient surtout beaucoup de production, mais plus tellement de militaires là-bas, ce qui fait qu'ils sont devenus très 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 riches. C'était devenu le premier propriétaire foncier d'Europe. Absolument. Sauf qu'à l'époque, il faut se rappeler que c'est la terre, la richesse, c'est vraiment la terre et l'agraire en fait. J'ai vu, je ne sais plus quel auteur avait fait le somme. Il devait y avoir plus de 2000 commanderies en France. C'est l'ordre de grandeur, Oui. Et en conséquence, au moins autant de Templiers, sinon 2 ou 3 fois plus. Ce qui fait que, il y en a eu à peu près 500 arrêtés par Philippe le Bel, mais tous les autres sont ou restés planqués, occultés, ou sont partis à l'étranger. Puis il faut rappeler ce que c'est ces commanderies à l'époque quand on se replace dans le système féodal du servage où les paysans en fait le principe le système du Moyen-Âge et féodal qui repose sur le servage, c'est vraiment que les gens ne sont pas propriétaires de leur terre, on leur met à disposition la terre, on leur loue en certaines façons, ils bossent pour le seigneur et puis ils doivent donner une partie de la récolte, des denrées. Et en fait, alors que quand vous bossez dans une commanderie, vous allez potentiellement devenir un salarié agricole. Et donc c'est plus du tout le même. Voilà, vous n'êtes plus dépendant du seigneur. C'est plus la même chose. Et c'est la raison. Anthropologiquement, c'est révolutionnaire en fait. C'est la raison pour laquelle les ouvriers qui travaillaient pour les cathédrales étaient appelés les francs. Parce que les francs-maçons, parce qu'ils étaient libres de toute. Oui, parce qu'à l'époque, on ne se promenait pas comme ça sur le territoire. Voilà. Et eux pouvaient ils pouvaient se promener librement. Ils n'étaient pas gênés. Exactement, parce qu'en fait, ils étaient libres. C'est le mot franc veut dire libre. Et c'est une évolution civilisationnelle incroyable qui s'est produite à ce moment-là. Et là, si on parle justement des compagnons et des cathédrales, on peut peut-être reboucler avec cette idée justement de la spiritualité et ce peu à quoi pouvaient croire les Templiers, puisque ces cathédrales qui sont dédiées à cette fameuse Notre-Dame. Oui. Alors là, je te laisse développer. Là, on va entrer dans un domaine qui est aux yeux des croyants chrétiens actuels parfaitement hérétique, puisque en fait Notre-Dame, de mon point de vue, ce n'est qu'une appellation nouvelle d'Isis,
la déesse égyptienne. Ouais. Voire même, pour moi, je dirais la déesse mère, le féminin. Absolument. La polarité féminine de la création et du sacré. Voilà. Et je dirais que dans le signe de croix, tu fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à mon sens, a été inventé pour ne pas dire la mère. Si on reprend la Trinité, la grande Trinité qui était connue jusque-là, c'était la Trinité égyptienne de Osiris, Isis, Horus. Absolument. Donc, Père, Mère, Fils. Et quand vous voyez, on passe de Père, Fils, Saint-Esprit. La mère est devenue le Saint-Esprit. Parce exactement. Vu, le Saint-Esprit, c'est la mère, c'est... Oui. Puis voilà, puis en fait, si on revient aussi aux spiritualités antiques, les sociétés qui ont existé qui étaient matriarcales, et puis pendant très longtemps, en fait, voilà, il y avait des femmes prêtresses, ça c'est l'Église qui va interdire tout ça. Et puis oui, en fait, il y avait aussi ce côté, pendant très longtemps, qu'est-ce qui donnait la vie, d'où venait la vie, ça venait d'une femme, ça venait d'un œuf, donc donc sûrement que la création était féminine en fait. Et c'est ça qui a été occulté par... curieusement, on retrouve dans certaines églises et dans certaines peintures le Christ qui apparaît dans une mandorle. Une mandorle, c'est une espèce cette espèce d'amande. Une amande, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui n'est pas sans rappeler le sexe féminin. Bien sûr. Ouais. Et donc, ça, c'est un symbole que tu retrouvais déjà même dans les grottes préhistoriques. Tout à fait. Quand tu allais dans la caverne, effectivement, tu pénétrais, c'était parce que c'est de là que c'est là qu'on avait vu que c'était là d'où venait la vie. En fait. Et en parlant de préhistoire, il se trouve que c'est un hasard, évidemment. Nombre de commanderies ont été installées sur des lieux qui étaient des endroits de culte celtique. Et pas seulement des commanderies, mais aussi beaucoup de cathédrales. À commencer par Notre-Dame de Chartres, mais également Notre-Dame de Paris. Je pense à Notre-Dame de l'Épine qui est installée au milieu les épines, en plus. Les épines, c'est typiquement... je dirais c'était une signature templière, les épines. Il y en a partout où il y a eu des dolmens et surtout des menhirs. Il y a eu beaucoup de ces endroits qui ont été investis par le temple pour y faire... Qui se sont mis sur les anciens lieux sacrés des Celtes, qui eux-mêmes étaient sur des lieux sacrés, notamment aussi mégalithiques, qui étaient là, qui avaient repris ces lieux sacrés. Voilà. Et c'est quoi ces lieux sacrés? Bon bah là, pour certains on dira qu'on est dans l'ésotérisme, mais effectivement c'est les énergies telluriques, c'est des endroits où on avait l'impression que c'était des points remarquables de la Terre, du point de vue électromagnétisme, tout à fait. Ou plein d'autres choses. Et voilà, on peut voir ça, c'est comme des points d'acupuncture exactement. Pour canaliser ces énergies telluriques et puis faire le lien avec le cosmos et le haut. Exactement. Et même les cathédrales sont en fait des centres... turbines alchimiques. Oui. Parce que sous les cathédrales, il y a toujours un puits celtique. Ben, je ne l'invente pas. Il y a généralement une Vierge noire. Vierge noire, pourquoi noire? Bah oui. Qui apparaissent de partout à cette époque-là. Et ça, c'est aussi la signature des Templiers. C'est-à-dire, et au-dessus de ce puits celtique, au-dessus du cœur, généralement s'élève une flèche. Certains pensent que c'est le signe de croix, il n'est pas seulement horizontal, il est aussi vertical. En fait, le signe de croix, c'est pas 4 directions, c'est 6 directions. Et la plus importante, c'est celle qui va du ciel vers la terre. Donc, c'est l'esprit, c'est ce qui monte. Oui, c'est exactement ça. Et durant des siècles, on a dit la messe avec un autel qui était situé au cœur de la cathédrale. Et depuis Vatican II, on a retourné tout ça. Maintenant, le curé doit faire face au public. Mais c'est même plus au bon endroit. Je veux dire qu'il y a plein de choses comme ça qui sont
façon, les cathédrales, ça c'est même Fulcanelli ou d'autres l'ont bien montré, hein, c'est du symbole et de l'alchimie de partout. C'est-à-dire, tu prends Chartres, effectivement, 100%. Tour du soleil, tour de la lune, le principe masculin, principe féminin, et puis sans même parler même des logiques aussi de géométrie, d'architecture sacrée, avec les proportions, il y a plein de... Il y a des choses absolument fantastiques. Les proportions musicales dans Chartres, normalement, notamment. Les dimensions de la Terre, ça il le montre assez bien, Charpentier, dans son bouquin. Bon, là, on ouvre plein de sujets, hein, mais... Ah bah ça couvre énormément de sujets, parce que j'ai dit une révolution culturelle. On s'en est pas suffisamment... on l'a pas suffisamment remarqué depuis, ou alors on l'a bien caché même, depuis la Révolution française. À l'époque, avant la Révolution française, il existait quand même énormément d'ordre plus spirituel que bon, aujourd'hui c'est... C'est qu'avec la déchristianisation, et en fait on a jeté le bébé avec l'eau du bain, parce qu'avec la religion il y avait de la spiritualité, en fait en éliminant la religion on a enlevé la spiritualité qui pouvait l'accompagner. Ben oui, ce n'est plus que de la religion, sans spiritualité. Et restait plutôt la partie religion. Voilà. Il y avait une métaphore aussi que je voulais te partager, que je trouvais sympa, que j'avais vu chez Alexandre Rouget, qui la reprenait chez Abellio. C'est l'idée qu'en gros, principe yin et yang, en fait, tu vois, et que l'Occident, tel qu'il était devenu, notamment par l'Église romaine, qui avait a absolument réduit la place de la femme, interdit à la femme la prêtrise, et puis lui dit en gros tu as juste le droit de te taire, sans même parler le péché originel qui dit quand même que c'est la femme qui a péché, donc ça explique. Bon, alors ça, la question du serpent, c'est encore une autre affaire. Voilà, et donc en gros finalement l'Occident souffrait d'une espèce d'un déséquilibre profond des principes masculins, et là à entendre au sens ésotérique comme les polarités, pas homme comme forcément juste homme comme femme, donc des principes yang on pourrait dire. Et que du coup, finalement, à l'époque des Templiers, tout ça, c'est un peu le rééquilibrer le yin, donc on va dire la polarité féminine et les principes féminins, donc esprit, mysticisme, intuition, création, connexion au divin, toutes ces dimensions-là en fait. Et que c'est à ça que vont servir notamment les cathédrales et tout ça. J'aimais bien le côté, voir ça sous le côté un peu yin-yang. Je trouvais que c'était... On veut remettre un peu, on veut ramener un peu le féminin en fait, finalement à cette époque. Ah ben oui, mais en fait il était à l'époque celtique, le féminin était tout à fait, j'allais dire avouable. Les femmes étaient égales des hommes au Moyen Âge, même encore. Bien sûr que même tu voyais les Romains quand ils arrivaient qui disaient dis donc les femmes celtes elles peuvent faire vachement de trucs que chez nous elles n'ont pas le droit de faire quoi. Et du coup c'est vrai qu'on est revenu un peu du coup sur ce rôle du temple, et puis du coup qui correspond, il suffit même de regarder un peu quand on regarde l'histoire de l'Occident, on constate que cette période qui va de l'an 1100 à 1300 est une période de prospérité, de croissance démographique, économique. C'était pas parfait du tout. Aidé par le climat qui s'était amélioré. On va dire pas de catastrophe majeure pendant ce temps-là, mais il faut se rappeler qu'avant il y avait des famines récurrentes. Et là, on a quand même une croissance de la population. Et puis voilà, le temple qui va lancer. Ça, je trouve, c'est un truc qu'on observe bien, notamment sur le Larzac, qui avait ce côté un peu optimisation agricole. C'est-à-dire que, ici, c'est du cos. On va faire de la brebis à fond et du fromage. Et en fait, on va rentabiliser, optimiser en fait l'espace. Et ça bénéficie effectivement à la population. Et donc voilà, on a ces 200 ans où le temple va amener tout ça. Et puis voilà, le temple n'était pas tout seul. Il y avait aussi tous ces ordres monastiques parallèles. Donc on va avoir une période assez brillante sur pas mal d'aspects. D'ailleurs, des fois, on parle aussi de la Renaissance. On parle des fois de la petite Renaissance pour qualifier cette époque, parce qu'aussi sur le plan intellectuel, philosophique, il y a plein d'écrits dans la littérature. C'est aussi l'époque des récits du Graal, la grande époque de la chevalerie, cet idéal chevaleresque quand même, la défense du faible, de l'orphelin, qui n'est pas vraiment les idéaux qui vont être encore à l'honneur plus tard. Et donc après voilà, on arrive à ce Philippe le Bel qui aussi est on peut dire dans son rôle d'état central, ou à mon avis, Philippe le Bel était à l'époque, je dirais,
un des premiers qui va... Je veux dire, on peut le comparer aujourd'hui à l'état profond. Ouais. Qui veut tout, voilà, qui veut tout diriger et qui veut surtout pas une puissance rivale, parce que les Templiers à l'époque auraient pu, s'ils avaient voulu, instaurer carrément un État européen sans roi. Oui, parce qu'ils avaient mis en place il y avait des logiques un peu européennes, mais presque on pourrait dire, pas Union européenne, mais où des idées un petit peu d'union des cultures et des nations. Oui, ils étaient quand même en rivalité avec les chevaliers teutoniques qui avaient toute la partie de l'empire, je dirais, héritier de Charlemagne, qui était plutôt... c'était pas des gens qui auraient facilité l'évolution individuelle. Charlemagne était, bon, tout le monde en fait des gorges chaudes avec le fait qu'il ait inventé l'école, c'est pas vrai. Les écoles existaient déjà avant, et surtout celui-là, il a quand même fait assassiner des gens qui ne voulaient pas se convertir au catholicisme. Ah oui, non, cette image de ce grand empereur civilisateur, c'est pas trop ça dans la réalité. Non, c'est lui qui a quasiment refondé le Vatican. C'est la vieille tentative de ressusciter l'Empire romain d'Occident. Exactement, exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Et je pense que les Templiers ne voulaient pas ça. Enfin, si on dirait que si on se met dans la perspective d'un Philippe le Bel, on se dit il y a cet ordre du Temple finalement qui est devenu un des premiers propriétaires fonciers, qui est complètement autonome et indépendant, qui a une puissance financière, militaire, parce que voilà, comme ils avaient mis en place aussi ce système de banque et de circulation, on peut dire, de l'argent et de la monnaie, mais aussi dans l'idée que de la bonne finance qui permet aussi de financer du projet, qui est une impulsion, qui est un outil d'ingénierie financière au service de l'économie réel, on pourrait dire ça, et puis voilà, qui était devenu aussi du coup, puis comme ils avaient cette réputation effectivement d'intégrité, on leur avait confié la collecte des impôts, on leur avait même confié une partie de la trésorerie, le dépôt. Oui, et ils ne s'enrichissaient pas eux-mêmes. Ouais. C'est quelque chose qui devrait servir d'exemple à un certain nombre de financiers de notre époque. C'était l'ordre qui était riche, c'est ça, mais c'était pas ses membres. Voilà. Et ça change tout, parce que j'ai mis, je ne sais plus où dans ce bouquin, je l'ai mis que effectivement ce qui compte c'est plus l'évolution de tout le monde que l'évolution de quelques-uns. Bon, c'est... Surtout quand on est arrivé ceux qui rentraient dans le temple, et voilà, ils laissaient tous leurs biens matériels. C'était quand même un don de soi et un engagement au service d'un espèce de collectif. Absolument. Et du coup, voilà, tout s'arrête en tout cas sur le papier et peut-être en apparence, ou en tout cas avec l'arrestation des Templiers, mais comme c'est ce que tu dis aussi, ils passent en partie en mode souterrain. Alors de toute façon, c'est en France qu'ils ont été arrêtés, donc il faut se dire, au Portugal, ils sont devenus l'ordre du Christ, on sait qu'il y en a qui sont allés en Écosse quand même. Ce qui explique que quand Jeanne d'Arc va faire son entrée en scène, d'abord, qui est-elle? La fille de Louis d'Orléans, qui était très certainement un haut dignitaire templier, et surtout, par ces deux branches, elle remontait à Clovis et Clotilde. Et ça aussi. Côté Louis et côté Isabeau de Bavière. Voilà. Et donc aux Mérovingiens. Cette fameuse lignée mérovingienne, voire à la lignée du Christ. Est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on se le met de côté, celui-là? Alors ça... Bon, restons un peu sur Jeanne, on ira...
Mais c'est pas par hasard qu'elle apparaît dans l'histoire alors qu'elle est censée sortir de ses troupeaux de moutons. Elle dirait elle-même qu'elle n'avait jamais gardé les bêtes. Et donc on s'interroge pour savoir pourquoi c'est cette fille-là qui a été mise à la tête des troupes du roi, qui n'en avait pratiquement plus. D'ailleurs, c'était les troupes du comte d'Anjou. Et... À l'époque, le roi est à Chinon, c'est chaud là. Sa mère, sa mère, il y a eu quand même eu le traité de Bretigny, ou je sais plus comment il s'appelle, qui donne carrément la couronne de France au camp opposé et aux Anglais, pour faire simple. Qui dit que ce Charles d'Orléans est un bâtard, et qu'en l'occurrence, le trône de France doit revenir au roi d'Angleterre. C'est là que les Templiers ont dit stop. Il y a presque un côté d'ailleurs presque patriote, parce que mais complètement. En fait qu'au début la guerre de 100 ans c'est d'abord une guerre de succession dynastique avec extinction de la ligne, justement le fameux Philippe le Bel qui aurait eu cette malédiction. Alors ça c'est qu'il allait mourir, pour le coup ça s'est bien passé, Philippe le Bel meurt, tous ses fils meurent en quelques années, et du coup il y a une extinction de la lignée. Oui, ça me rappelle des tas de gens qui prennent des balles en ce moment, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, ils critiquaient. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez cette lignée des Plantagenets qui a aussi du sang de roi de France qui prétend à la couronne, et l'autre côté qui va donner les Charles VI et Charles VII. Voilà, deux branches en fait cadettes qui se. Donc au départ, c'est d'abord une guerre de succession dynastique, mais effectivement après qui mute. De fait, c'est quand même des armées anglaises qui se retrouvent en France, qui ravagent le territoire, on pense au Prince Noir et aux grandes compagnies. Et effectivement, qu'après, c'est comme s'il y avait une espèce de sursaut un peu patriote ou nationaliste. C'est pas qu'un peu patriote, c'est énormément patriote à mon avis. C'est tout à fait... Et toi, tu développes du coup cette idée que, quelque part, à l'époque, la situation est un peu désespérée. Le roi de France, absolument. On se rend compte que tout le nord et l'ouest de la France sont occupés, entre guillemets, si on se place du point de vue français. Il n'était que le petit roi de Bourges. La cour est à Chinon, Paris est occupé. Et puis en plus, il y a les Bourguignons qui sont en alliance, entre guillemets, avec l'Angleterre. Et du coup, il y a un peu presque une situation un peu désespérée, et il y avait peut-être besoin d'un symbole, d'un étendard. Oui, mais je pense que ce symbole, il était prévu et préparé bien avant. Parce que c'est quand même quelque chose comme une dizaine d'années avant le siège d'Orléans que ces voix supposées disent à Jeanne d'Arc, tu vas délivrer le siège d'Orléans. Il n'était pas mis. Le siège d'Orléans, il a été mis 8 mois avant qu'elle arrive. Pas 10 ans. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé là. Soit les rois, les voix en question venaient effectivement d'ailleurs, ou bien c'est qu'il y avait un plan. Aujourd'hui, on parle du plan du plan Q ou de Trump. Il y a des tas de choses qui sont très bizarres. La planification, c'est la planification, et je pense que tout ça, ça a été préparé d'avance. Pourquoi est-ce que Jeanne est venue à Orléans? C'est pas pour délivrer les Orléanais, ils n'en avaient pas besoin. Leur patron, Charles d'Orléans, était prisonnier à Londres depuis une quinzaine d'années, depuis la bataille d'Azincourt. Et en fait, il payait aux Anglais régulièrement sa caution, pas sa caution, ses rentes, en fonction du fait que les Orléanais payaient leurs impôts. Et pourquoi les Anglais vont-ils mettre le siège à Orléans? C'est pas pour prendre la ville, ils n'en avaient rien à foutre. C'est pour prendre les archives de l'ordre de Notre-Dame de Sion, qui était toujours, depuis 3 siècles, dans l'église Saint-Sanson. Et d'ailleurs, la première chose que va faire Jeanne en arrivant, c'est pas d'aller dire bonjour à l'évêque, à la cathédrale. La première chose qu'elle va faire, c'est aller à l'église Saint-Sanson. Et puis en sortant, elle va donner à son écuyer un petit anneau qu'elle le charge d'aller remettre à Jeanne de Laval, la veuve de Du Guesclin. On se demande pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce petit anneau?
dont tu expliques, bon, dans le bouquin, on peut le dire, que il a été aussi, lui, à un moment, le patron du temple en son temps, et ce qui pourrait expliquer aussi d'ailleurs ce côté meneur d'hommes, ce côté bon chevalier, puis que les gens le suivent, il a ses fidèles derrière lui, c'est vrai qu'il y a un côté commando d'ailleurs, et ce côté commando il fait vachement penser aux soldats du temple à leur grande époque. Il y a plein de choses comme ça qui sont bizarres, on se demande comment ça tombe, c'est comme des cheveux dans la soupe, là on se dit qu'est-ce qui se passe Il y a un truc dans les genres de trucs très bizarres que tu relates aussi dans le bouquin, dont moi j'avais jamais entendu parler, c'est la fameuse cérémonie avec Charles VII qui se déroule à l'abbaye de Cléry, de Fleury. Les trois, comment ça s'appelle, les trois, pas les trois promesses, les trois donations. Oui, mais c'est pourtant quelque chose de connu, mais personne n'en parle. Alors que pourtant, là, il y a des saints. C'est étrange quand on lit le truc, on comprend pas. Et c'est bizarre, c'est que c'est un curé qui en a parlé, je ne sais plus dans quel bouquin, et qui a rapporté les paroles, les choses qui s'étaient passées. Jeanne a effectivement demandé au roi, enfin, qui n'était pas encore roi, il n'était pas encore sacré, elle a demandé au dauphin qu'il concrétise la promesse qu'il lui avait faite quelques mois avant qu'elle ne gagne toutes les batailles. Et il lui a dit, bah ok, je t'ai promis, qu'est-ce que tu veux? Et elle lui demande son royaume. C'est quand même le silence là. Surtout de la part de Jeanne, c'est pas saugrenu. Oui. Elle avait fait tout ça pour ça. Bah oui. Et en fait, aussitôt qu'elle le reçoit, elle l'offre à son roi du ciel. Elle dit jamais Dieu, elle dit jamais Jésus, elle dit le roi du ciel. L'expression c'est roi du ciel, ouais. Ah ouais. Et par la voix qu'elle est seule à entendre, elle l'accepte et elle le remet au dauphin Charles, mais non pas comme un cadeau, comme une charge. Et tu seras lieutenant du roi du ciel, lieutenant sur terre, qui n'a rien à voir avec l'héritage des Carolingiens. Ça revient, cette idée qui aussi. Qui distribuait la propriété de père en fils, ça n'a rien à voir. Donc, le roi, tu es le représentant de ton peuple et tu dois aussi défendre les intérêts. C'est un devoir avant d'être des droits, des passe-droits. Exactement, oui. Et ça nous ramène effectivement à la coutume mérovingienne, où le roi était élu dans un collège de barons et où il n'avait pas de propriété propre, c'était le royaume qui était propriétaire, pas lui. Et puis c'était roi des Francs et pas roi de France. Et roi des Francs et pas roi de France, tout à fait. Donc, ça, c'est un truc qu'on oublie. Complètement. Le fait qu'avant, à cette époque-là, les charges n'étaient pas héréditaires. Tu n'étais pas seigneur, tu n'étais pas comte de machin, de père en fils. Non. Je te donne cette responsabilité. Si tu déconnes et que tu fais de la merde, je te l'enlève. Voilà, exactement. Ouais. Et après, effectivement, c'est devenu héréditaire. Oui, à partir des Carolingiens. Oui. Ça fait même penser, moi, tu sais, au pharaon qui était dépositaire, qui devait appliquer le principe de la maths, tu sais, qui devait faire régner la maths sur Terre, donc c'est-à-dire l'harmonie cosmique, la justice, la vérité, le bien, quoi. Exactement. Mais j'en parle un peu non plus dans Jeune d'Acadie, mais dans Certains l'appellent papa. Certains l'appellent papa. On les présentera à la fin. C'est le fait que les Mérovingiens étaient très probablement, il faudra retrouver, je ne sais pas si on peut retrouver des choses aussi lointaines, étaient très probablement les descendants de la 12e tribu d'Israël, qui étaient donc les enfants... De Benjamin ou de Benjamin, oui. Et à ce titre, si on remonte un peu plus loin encore, les Israéliens, les Yéhouds, comme on les appelait à l'époque, étaient ni plus ni moins que les suivants, je ne sais pas d'autres termes, de la religion monothéique instaurée par Akhenaton. Et en fait, si on suit cette idée-là,
les Mérovingiens de Clovis et puis le discours de Jeanne à Fleury, enfin à Saint-Benoît-sur-Loire, ça nous ramène à cette vision que le roi n'est pas le propriétaire. Et c'est tout le contraire de ce qui se passe sous le régime carolingien, avec les seigneurs qui disposent de tout. Tu sais, même moi qui suis spécialiste du coup du XVIIIe siècle et qui ai beaucoup étudié Louis XV et Louis XVI, même encore à cette époque-là, on a cette image un peu du roi de France qui vit à Versailles dans le luxe. Alors oui, certes, il y avait tout ça, mais à noter qu'en fait, du coup, ces rois de France, finalement, ils n'avaient pas choisi d'être rois, donc il n'y avait pas ce combat pour le pouvoir. Donc tu étais roi quand tu n'avais, on va dire, rien demandé. C'est vrai. Et du coup, il y avait une assez haute idée quand même. Il faut ça se ressent et ça se voit quand on voit leur attitude et toute leur prise de parole. Ils avaient cette responsabilité d'assurer la subsistance de la nation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que pas tous l'ont incarné, ont endossé cette responsabilité, mais un certain nombre l'ont endossé. C'est vrai à partir de Henri IV. Ça a été variable en fait la vie des rois. C'est l'humain aussi. Mais Henri IV n'était pas un carolingien. Eh oui, on était déjà dans la filière. Et là, on parlait des Mérovingiens aussi. Alors ça nous renvoie aussi. Hein, c'est au cœur du mystère de Rennes le Château. De ce qui gravite, on va dire, derrière le mystère de Rennes le Château. Mais pour moi, alors c'est vrai que arriver à prouver que les Mérovingiens, du coup, qui sont qui sont la tribu, on va dire la lignée royale, on pourrait dire ça comme ça, la famille noble royale des Francs saliens qui eux-mêmes viendraient des Sicambres, couvre le cou, fier Sicambres, ce que dit l'évêque de Reims, Antibaptiste Clovis, et que les Sicambres eux-mêmes seraient issus de la tribu de Benjamin. Alors ça, à démontrer, on n'y arrivera jamais. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des choses troublantes qui questionnent quand on voit notamment cette volonté, de façon générale, des rois de France de se mettre dans la filiation de la tribu de Juda et notamment de la lignée davidique, qui est la lignée royale, la lignée des rois d'Israël. Et d'ailleurs Jésus est censé, alors on peut se dire c'est juste symbolique au sens où on est chrétien catholique, donc on est les dépositaires de Jésus. Jésus était censé être issu de la lignée davidique. Oui, mais je me suis toujours posé la question parce que est-ce que Joseph était de la lignée davidique est-ce que c'est bien lui le père? Si c'est lui le père, c'est fini, on ne parle plus de Jésus-Christ. C'est un homme comme un autre. Puis en fait, même si tu prends en plus, admettons en fait l'histoire que nous raconte la Bible, que Jésus est issu de la lignée davidique, là c'est pour faire le lien avec Marie-Madeleine et la descendance du Christ, s'il y a bien une chose qu'un héritier d'une lignée royale est obligé de faire, c'est de se marier et d'avoir des enfants. S'il y en a bien un qui a non seulement, c'est même pas seulement qu'il a la possibilité, c'est qu'il a presque une obligation, il doit perpétuer la lignée. Donc si votre Jésus est censé être de la lignée davidique, c'est presque impossible qu'il n'ait pas été marié, qu'il ait eu des enfants. Eh oui, absolument. Donc, ça, ce serait c'est un truc que montre assez bien, ça je trouve, Laurence Gardner dans le Bloodline of the Holy Grail, il a bien... où tu reviens justement en fait, c'est quoi les rites et c'est quoi la culture et c'est quoi justement les règles à l'époque dans la société juive et notamment vis-à-vis de cette lignée royale, et c'est précis, on sait plein de trucs et tu peux relire toute l'évangile avec cette clé de lecture là, et en fait il y a des choses qui sont même dans les évangiles actuels qui pourtant sont plus que retravaillés. Non mais c'est clair, c'est ce qui me fait dire que les Templiers ne pensaient pas le dogme Vatican. Ils avaient une dévotion pour Jésus-Christ, pour le Christ. Jésus, c'est encore autre chose, mais absolument pas pour suivre ce que vous enseignez la religion déjà à l'époque. On voit cette rupture avec l'Église romaine, avec tout ce côté système de domination qui empêche les gens de s'élever, de réfléchir, qui est un peu... un système de contrôle social. C'est exactement. C'est ça. Après, les religions, historiquement, ont souvent servi à ça, et les cléricalismes aussi à ça. Mais de toute façon, même quand on regarde les Templiers, quand on leur posait cette question, vous crachiez sur la croix, vous avez renié le Christ, ils ne le contestent pas vraiment, en fait. Mais par contre, on a l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent plus trop pourquoi ils font ça, à la fin. Comme si au début... Exactement. Il y avait eu, là, en fait, on fait aussi ce lien entre le fait qu'au sein du temple a probablement existé des gens qui étaient, même je pense qu'il y avait des sergents, des simples. Je pense même que les gens qu'on envoyait en Orient, à l'intérieur, je pense qu'il y avait des moines, plus un côté plus moine spirituel initié. Il faut se rappeler qu'on est à l'époque de l'alchimie médiévale aussi. Ces gens-là. Qui a été très développé chez les Templiers.
Et en fait, qui était déjà chez les bénédictins. Il suffit d'aller dans une abbaye bénédictine et de regarder un cloître et de regarder les symboles que vous voyez. Oui. C'est alchimique de partout. Et en fait, à l'époque, l'alchimie, c'est pas transformer l'or en plomb. Après, c'était juste des systèmes de symboles et d'allégories sur l'élévation, le travail sur soi, la connaissance de soi et du monde. Oui. On voit qu'il y a eu ça a traversé le temple aussi. J'ai un peu la sensation qu'on retrouve l'alchimie à travers la physique quantique moderne. Mais bon, j'en prendrai trop loin. Ouais, bah ça c'est un truc que tu développes bien dans le. Mais ça pas mal en fait. C'est ça aussi le truc qu'on peut dire génial de notre époque, c'est qu'on a de la science d'avant-garde qui vient nous dire la même chose que ce que des vieilles traditions disent depuis des millénaires. Ma question est comment eux le savaient-ils? Absolument. L'idée que tout est intriqué. Enfin voilà, il y a un certain nombre de principes, c'est assez fascinant. Et alors pour revenir à Jeanne, si on refait un petit peu cette histoire du coup, qu'on termine un petit peu l'histoire de Jeanne du coup, donc effectivement il y a eu la délivrance d'Orléans qui n'aurait eu aucun sens sauf à admettre qu'effectivement les Anglais étaient venus chercher quelque chose. Comme tu me disais d'ailleurs, c'est toi qui disais que je crois qu'il y a même le commandant anglais, il se demande mais qu'est-ce que je fous à faire le siège d'Orléans Qui a eu l'idée de faire le siège d'Orléans? Je veux dire qu'ils savent même pas eux-mêmes. Et puis alors, ce qui était assez extraordinaire, c'est que bon, il y a la bataille du Fortin qui est au bout du pont. Bon, elle la gagne. Et puis le lendemain, le dimanche, hop, les Anglais ils se réunissent en ordre et puis hop, ils disent ça va. C'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas. C'est pas une guerre, ça. C'est de la comédie. C'est du cinéma. Ça me rappelle un peu ce qui se passe maintenant. Donc après, voilà, il y a eu plusieurs batailles qu'on va dire qui leur font un peu lâcher du terrain aux Anglais de ce côté-là. Après, il y a la fameuse triple donation. C'est avant le sacre à Reims. Ça, après Patay, ils vont se reposer à Sully, chez un Templier qui s'appelle, je ne sais plus comment son nom. Bon, bref, peu importe. Et à partir du moment où ils sont là à Sully, et ils vont à côté, ce qui est à côté. À Saint-Benoît-sur-Loire. Magnifique abbaye à voir d'ailleurs au passage. Magnifique. Vous avez quand même les reliques de Saint-Benoît là-bas, qui est celui qui a donné son nom à la règle bénédictine, qui a été au cœur de la vie de centaines de milliers de moines pendant 1500 ans, donc c'est pas rien. Oui. Et ils sont allés chercher ces reliques au Mont Cassin, au Mont Cassin, en Italie. Bon, c'est vraiment ça aussi. Ça fait partie d'un autre bouquin que j'avais écrit sur. Et après, elle l'emmène se faire sacrer, du coup. Et après, elle l'emmène se faire sacrer. Elle va faire 2-3 petites. Même pas des batailles, elle va se présenter, et puis les autres, ils donnent les clés. Sur le chemin pour aller à Reims. Bref. Alors à Reims, elle rentre avec son drapeau, avec son étendard. L'évêque qui dit mais qu'est-ce que ça a fait là ça avec le Bosséan, l'étendard du temple. Mais oui, bien sûr. Ça on le sait comment. Il a été à la bataille, il a droit au honneur. Je sais plus ce qu'elle répond, ce qu'elle répond, mais c'est ce que ça veut dire. Bon, tu laisses ça. Fais pas chier quoi. Exactement. Ouais. Je le fais et de toute façon. Par contre, comment on le sait ça? Enfin, tu vois, sur le plan des sources, des archives, en fait, c'est écrit en toutes lettres dans les archives de l'époque. Parce qu'on a une chronique en fait sur la vie de Jeanne, parce qu'il y a eu le procès. Oui. Ou ça, on en parlera après. Mais on avait d'autres choses comme ça. On a eu un peu une chronique Bon, le procès, c'est encore autre chose parce que le procès, on l'a pas. Oui. On n'a que la traduction vers le français des copies en latin qui avaient été expédiées au Vatican. En fait, les véritables minutes du procès de Rouen, on les a jamais eues. Ils ont disparu, je sais pas. Ils ont disparu. Ça avait été retranscrit en français, enfin en vieux français. Et nous, ce qu'on a, c'est une copie, une traduction en latin avec tout le. Bon.
sur l'authenticité pure du document. Est-ce que c'est une pure transcription? Ouais. Mais déjà de ça, il y a des choses intéressantes à... Oui, parce que même ça, il y a des choses qui parlent. Et dans le procès en réhabilitation également, il y a des choses qui sont étonnantes. Après, une dame qui, je sais plus, Henriette de je sais plus quoi, qui dit, mais oui, la Jeannette, on la connaissait quand elle était toute jeune, quoi. Mais en fait, ils ne l'ont pas vue entre 13 et 19 ans. Elle était à l'intérieur de la forteresse qu'il y avait sur l'île, au milieu de la... Parce qu'il faut rappeler quand même que cette Jeanne, quand même, elle débarque, elle part quand même, elle part, je sais plus, elle se fait escorter par quelques chevaliers, et puis elle arrive, elle parle, elle reconnaît le roi, et puis d'un coup on lui confie une armée. Enfin, vous imaginez qu'à l'époque, vraiment, une paysanne, elle arrive et elle va parler au roi et on lui file une armée. Il laisse une femme à la tête d'une armée dans les mentalités de l'époque, c'est juste... Mais elle a été contestée par un certain nombre de capitaines, qui d'ailleurs ils l'ont un peu trempée en la faisant monter sur la rive gauche de la Loire. Ils sont arrivés là, ben merde. Orléans, c'est de l'autre côté, c'est la rive droite. Donc ils étaient obligés d'aller jusqu'à Chessy et passer au bateau et faire retourner toute l'armée jusqu'à là pour revenir par la rive droite. C'était pas cohérent. Et, il y avait de la trahison dans l'air là. Et en fait, bon. Oui, parce que même on peut dire pour des gens entre guillemets templiers, bon, être commandé par une femme à l'époque, il y en a pour beaucoup, ça passait pas. Oui, c'était pas. Bon, il y avait des chevalières, ça existait, mais plutôt dans les ordres religieux. Mais là, être commandé carrément, là, c'est. Mais là, non, c'était impensable. Et en plus, elle se bat. En plus, elle est au combat, quoi. C'est ça, on le décrit. Elle monte à cheval. En même temps, elle a dit que son épée n'avait jamais tué personne. Ouais. Bon. Bah, elle n'est pas derrière, voilà. Elle est quand même, elle monte à cheval, elle porte une armure. Ça s'improvise pas. Ah bah oui. C'est plein d'incohérences tout ça. C'est complètement. Bah, moi, ce qui me fait le plus rigoler, c'est que presque la version qu'on nous apprend, c'est un conte de fées ou. C'est un conte de bonne femme, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais c'est un conte de fées. C'est une bergère paysanne quand on les voit. Bon, on peut être sérieux 2 minutes là. C'est quoi la vraie histoire? On va savoir. Elle était peut-être claire-entendante, c'est possible. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui lui parlait? T'expliques à un moment, il me semble d'ailleurs, une hypothèse sur ce que pourraient être ces fameuses voix. Oui, parce qu'il y a certains ordres, notamment les clarisses. Qui avaient des interfaces pour parler au peuple, qu'ils les appelaient les voix. C'est bon. Le problème aussi qu'on a des fois avec l'histoire, c'est qu'on oublie que certains mots à l'époque ont plusieurs sens en fait. C'est exactement pareil avec la Bible en fait. C'est sinon on prend quelqu'un aujourd'hui, ça c'est une comparaison, je crois que je fais Laurence Gardner, dans 300 ans on parle du star d'Hollywood et bah oui, c'est pas une étoile dont on parle. Oui. Mais en fait, parce qu'effectivement, pour nous, il y a plusieurs sens en fait. Et en fait, à toutes les époques, c'est comme ça en fait. Ça a toujours été comme ça. Et ça marche aussi avec les évangiles d'ailleurs. Tous les Esséniens avaient tout un ensemble de métaphores. Pareil, oui. En tout cas, du coup, elle finit par être trahie, arrêtée. Oui. Et arrêtée, et arrêtée pas par n'importe qui. Enfin, je me souviens plus du nom du gars qui l'a fait descendre de cheval, mais elle a été confiée au comte de Luxembourg, qui l'a fait ensuite traîner avant de la livrer aux Anglais. Il l'a fait traîner à différents endroits. Comme par hasard, c'est que des endroits marqués par le temple. Ouais. Et bon, il finit par la livrer aux Anglais. Elle avait dans la tour du château de Bouvreuil. Et là, c'est quand même une VIP. Je veux dire qu'elle n'était pas dans le dernier tréfonds de pas au cachot. Elle était. Voilà. Bon.
le procès se passe, mais elle n'est pas condamnée par rapport à ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, parce qu'elle a une façon de manier les langues qui est extraordinaire. Elle répond partout, ou elle ne répond pas, dis non, là je suis désolé, j'en parle pas. Et finalement, ils n'ont pas rien pour la condamner, vraiment. Sauf... Si on prend un vocabulaire moderne, les chefs d'inculpation contre elle, finalement, c'est quoi? Normalement, ils l'accusaient d'hérésie et de sorcellerie. Mais... Non, parce qu'elle montait à cheval, non? Parce qu'elle s'habillait comme un homme Alors, c'est pour cette raison qu'à la fin, ils vont l'avoir, parce qu'elle est en prison, et normalement, elle se déshabille pour dormir. Et puis, je ne sais pas qui, est-ce que c'est des gardiens anglais ou qui lui piquent ses fringues, des robes, et qui laissent à la place les habits d'homme. Ah, mais comme elle avait effectivement promis de ne pas remettre des habits d'homme, ça fait, comme on dit, relapse. Elle a trahi sa parole. Parce qu'elle avait presque été acquittée. Elle avait presque été acquittée dans un premier temps, c'est ça? Ils n'avaient pas le moyen de la condamner. Et ils ont trouvé celui-là. Et donc, ils l'ont condamnée pour ça, pas pour autre chose. Parce que tu disais qu'elle répondait habilement, que maniait presque les doubles sens, elle faisait des réponses évasives qui pouvaient permettre de répondre tout en... Oui. Elle vous voyait bien. Elle était très très forte. Et donc, finalement, ils l'ont condamné pour ça, pour avoir remis des habits d'homme et rien d'autre. Et ça, c'est une certaine manière de l'élargir quelque part. Donc, elle est condamnée pour relapse, et donc c'est pas l'Église qui va la condamner. Normalement, ça passe au droit civil. Je veux dire, voilà. Et du coup, c'est le chef anglais qui était là, qui est chargé de son exécution. Mais alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai. Moi, quand j'ai publié ce bouquin, j'ai un jour une dame qui est venue me voir à la sortie de la librairie Passion Culture. Elle avait fait 80 km en autobus, une dame de 83 ans, et qui est venue me voir pour me dire: vous avez écrit un livre sur Jeanne d'Arc? Oui. Elle ne me connaissait pas. Elle me dit: vous allez me prendre pour une folle? Je dis: dites toujours. Elle me dit: je suis la descendante de la femme qui a été brûlée à sa place. Elle était venue te voir partie. Elle est venue spécialement pour voir quelqu'un qui avait écrit sur Jeanne d'Arc. Elle ne pensait pas que c'était moi, elle pensait que c'était plutôt un des journalistes lorrains qui avait écrit un truc pour Jeanne, ou je ne sais plus comment. Mais bon, quand elle a demandé à la directrice de la librairie, elle lui a dit: vous en avez un là qui est un auteur sur Jeanne d'Arc. Et donc elle est venue me voir, mais on ne se connaissait pas. Elle était venue spécialement de Montargis, 80 km en autobus, à 83 ans, pour me dire ça. J'ai dit: mais attends. Ah ouais, c'était fou. En plus, ça me fait penser à ton bouquin. Du coup, c'est une histoire de fou, ça. Je dis: tu avais des renseignements. Alors elle m'a dit: donne un nom. Et c'est le nom d'un curé que j'ai retrouvé, d'un curé de l'époque. Mais comme c'était un curé, c'était évidemment pas la descendance en question. Je n'ai jamais pu retrouver la vérité, le nom de cette femme qui était soi-disant une sorcière et qui était de toute façon condamnée. Parce que c'est ça que tu expliques dans le livre, c'est que, et c'était pas le seul d'ailleurs à avoir évancé cette hypothèse, que c'est pas Jeanne qui aurait été brûlée en fait. Je suis pas le seul, parce que des gens déjà à l'époque ont mis en doute cette histoire-là. Parce qu'elle était embronchée, comme on dit, avec une espèce de cagoule avec son... Oui, il y avait un truc sur la tête qui fait qu'on pouvait pas voir le visage. Donc, Et en plus, la petite place, elle était entourée de 800 hommes d'armes
qui fait que les gens ne pouvaient pas s'approcher. Ouais. Voilà. Et donc, ça pouvait être n'importe qui. Ouais. Mais ça ne pouvait pas être n'importe qui parce que après l'avoir fait flamber, les autorités ont ordonné qu'on écarte les cendres pour que les gens puissent s'approcher et constater qu'il s'agissait bien d'une femme. Elle était grillée, on ne voyait plus rien de son visage ni rien, par contre on voyait que c'était une femme. Ok. Et ça, tout ça c'est dans les archives. Hein. Et après ils rebrûlent les cendres aussi, non? Et ensuite ils l'ont... ils l'ont brûlé jusqu'à la dernière miette avant de jeter les cendres en Seine. Ouais. Il n'y a plus de traces, quoi. Plus aucune trace. Comme si ils avaient pu se douter à l'époque qu'on aurait pu faire des recherches génétiques. Ouais, pas de traces d'ADN. Quelques siècles plus tard, tu vois. Oui, il n'y a pas des... Ouais. Il y a des tas de choses qui sont complètement hallucinantes. Puis ce que tu racontes aussi, c'est que un peu à la Jésus qui réapparaît auprès de ses apôtres, elle va nous faire des réapparitions publiques. Oui. Oui. Dans, 5 ans plus tard, elle arrive et elle se fait reconnaître à Metz, à côté de Metz, par ses frères, enfin ses frères adoptifs, qui la reconnaissent, pas de problème. Et elle vient à Orléans. Et les gens d'Orléans la reconnaissent. Et lui servent à table, il l'invite, etc. C'est dans les registres comptables de la ville d'Orléans. Hein. Ouais, c'est banquet organisé pour le retour de Jeanne d'Orléans. Oui. Et à ce moment-là, il y avait depuis 5 ans des offices. Je peux leur dire des offices à sa mémoire. Et là, ça s'arrête. C'est une histoire de fou. Et alors, où est-ce qu'elle aurait terminé ses jours, du coup Alors, est-ce qu'elle aurait terminé ses jours après? Il y a une version qui est la suivante. On a retrouvé au château du Bouvreuil, dans le puits, un passage souterrain, dont se sont servis les Allemands pendant la dernière guerre. Et l'idée qui est la source de ça, c'est qu'on l'aurait fait et on l'aurait exfiltré. Alors qui? Sans doute des Templiers, je ne sais pas. Et on l'aurait ensuite conduite en Savoie, hors France, au château de Montretier, où aujourd'hui encore on peut te faire voir la chambre de la Pucelle. Ouais. Aucun lien. Non, aucun lien. On ne sait pas qui c'est une nana de l'époque. Tiens, aucun lien. M'en fous, ouais. Évidemment. Oui, c'était fin de la vie publique. Ça me fait un peu penser à Jésus aussi et la crucifixion. Oui, c'est ça correspond. Bon, t'as fait ton rôle, t'as joué le rôle qui était. Maintenant, il faut disparaître de la vie publique. Voilà, c'est très comparable. Jésus n'est plus le Christ. Le Christ, il est remonté là-haut. Le Jésus humain, et il continue de vivre un certain temps. Jeanne a donné cette impulsion dont avait besoin à l'époque ce camp français, on va dire, pour faire simple, pour se relancer contre l'occupation anglaise, de la même façon que, en plus Jésus, il avait besoin de ressusciter sous 3 jours parce qu'il l'avait annoncé et qu'à l'époque c'était les prophéties qu'il fallait réaliser pour se faire reconnaître Messie. Donc il fallait passer par là pour que les gens y croient. En tout cas, que ceux qui n'y croyaient pas, peut-être, se mettent à y croire. Ou arrêtent de douter. Mais je suis sûr qu'il a été effectivement crucifié, qu'il a souffert, c'est sûr. Mais est-il mort sur la croix? Il y a tellement de trucs, même dans l'évangile, il y a tellement de trucs qui vont pas. Le fait que même Pilate qui s'étonne, il est déjà mort, mais attendez, ça fait que 3 heures. Le glaive qu'on te met à un endroit qui permet d'éviter de s'étouffer. La myrrhe qui sont des cicatrisants. Il y a plein de trucs. Hein. Après, il y a toutes les histoires. C'est un autre qui a été crucifié, le frère jumeau. Il y a 50 000. Celle-là, moi non plus, mais.
Non, d'autant que Thomas, effectivement, ça veut dire jumeau, mais il était effectivement jumeau d'une sœur. Pas forcément jumeau du Christ. Bon. Mais oui, voilà, en tout cas, pour que il fallait que la vie publique s'arrête pour que l'impulsion soit donnée. Et Jeanne, pareil. Et donc, elle aurait même été mariée. Alors, il y a eu des petits hauts. Il est resté 4 ans, je crois, à Montretier. Et un jour, il y a une petite compagnie de soldats qui vient à Montretier, qui donne l'assaut 10 minutes, le temps pour dire que le château se défend. Et puis, hop, on leur ouvre les portes. Et ils emmènent Jeanne au Luxembourg. Chez, je ne sais plus comment elle s'appelait, la comtesse du coin. Et là, elle va épouser un mec qu'elle connaissait depuis le mariage avant qu'elle ne parte dans son trip, depuis le mariage de Baudricourt à Baudricourt, c'était à... Ah putain, faut pas perdre la mémoire. En Alsace, quoi, enfin en Lorraine. Ouais. Et c'était un chevalier qui avait été invité au mariage. Elle l'avait rencontré là. Et ben, elle avait eu le coup de foudre. Et puis quelques années plus tard, elle le retrouve à Arlon, donc au Luxembourg. Et donc elle se marie avec lui. Voilà. Et ils auront encore quelques aventures parce que, enfin, elle aura encore quelques aventures parce qu'on a entendu parler d'elle, notamment dans un appel qu'elle a fait au roi d'Espagne pour venir aider la délivrance de La Rochelle, qui était assiégée par les Anglais. Et puis, dans une aventure qui est arrivée en Allemagne, où elle est allée se mêler de l'élection. Tu sais que les princes allemands étaient, qu'on appelle je ne sais plus comment ça s'appelle. Les électeurs. Des grands électeurs, oui, du Saint-Empire, oui. Oui, voilà. On appelait ça les électeurs. Et donc, elle est allée se mêler d'élections. Oui, je vois, ouais. Voilà. Et on l'a dit, bon, ça va, tu retournes en France. Mets-toi de tes affaires. Voilà, mets-toi de tes affaires. Donc, voilà, elle est rentrée, et puis plus personne n'en a entendu parler. Elle a eu, alors est-ce que c'est les siens, ou est-ce que c'est ceux de son mari adoptif, ouais. Je sais pas. Elle a eu 2 enfants. Bon, moi, oui. Dans cette histoire, j'ai T'as pris l'hypothèse. Pris l'hypothèse que c'était les siens et que bon. Pourquoi pas. Mais c'est authentique. Il y a eu effectivement et donc ensuite ils auraient vécu au château de Chauny. Il serait mort de sa belle mort. Et voilà. Et donc elle aurait été enterrée. Inhumé à l'église de... Oui, je sais plus comment elle s'appelle non plus. Ça termine par I, il me semble. Chauvigny ou un truc comme ça. Pouligny. Celle où il y avait... Sur Madon. Puis il y a cette histoire de la pierre tombale, là. C'est à cet endroit-là. Oui. C'est pas Pouligny ou un truc comme ça. Puligny sur Madon. Et donc, il y a eu jusque vers les années 1900 cette pierre tombale qui était dans l'église où était indiqué la pucelle de France. Si j'y repose la pucelle de France, quoi. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Sachant qu'a priori, voilà, dans l'histoire de France, il n'y en a pas 3000. Voilà. Et jusque dans les années 1900. Or, revenons un instant à Rennes-le-Château. Dans les années 1900, il y a le curé Saunière qui va avoir une statue de Jeanne d'Arc dans sa sacristie, alors qu'elle n'est pas encore... je veux dire, à Orléans, on a le père Dupont-Loup
qui laissera une trace dans l'histoire avec la chanson Père du Pont-Loup, qui est donc l'évêque d'Orléans et qui a activement poussé pour la sanctification, la béatification et la sanctification de Jeanne. Parce qu'il y avait déjà eu un procès en réhabilitation après sa mort. Après sa mort, en 1450 quelque chose. Par René c'était pas René d'Anjou, non? Ou qui c'est qui pousse le... René d'Anjou, je ne sais pas s'il était encore là. Ouais. Mais en tout cas, c'est sa famille d'adoption qui avait demandé effectivement... Et elle avait été réhabilitée d'ailleurs à l'époque. Elle a été réhabilitée, oui. Et après, là, voilà, c'est la question de la sanctification. Ça, c'est autre chose. Ouais, qui arrive au XXe. On est 5 siècles plus tard. Et donc, à ce moment-là, il y a le curé Saunière à Rennes-le-Château qui a, on ne sait pas pourquoi, cette statue. Et, alors qu'elle n'est pas encore elle n'est pas encore béatifiée, elle le sera en 1909. Et puis ensuite sanctifiée, dite sainte en 1920. Mais la béatification déjà c'est 1909. Jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire 1880 quelque chose, 90, il y a cette plaque à Puligny-sur-Madon qui dit Sigy, la pucelle de France. Et puis pouf, au 1900, il n'y en a plus. Il n'y a plus de plaque, elle disparaît. Il n'y a pas d'explication. Mais un siècle plus tard, en 2001, il y a un Russe qui va être chargé de faire de la reconstitution faciale dans la basilique de Cléry. Et il est donc ouvert les tombeaux des uns et des autres de Louis XI. C'est pour situer, c'est une basilique qui est située à 20 km le long de la Loire au sud-ouest d'Orléans, et où il y a notamment le tombeau du roi Louis XI, ce qui est très rare, puisque de Louis XI, également de Jean Dunois, qui est un compagnon de Jeanne d'Arc, c'est ça? Qui est son frère. Ah oui, oui. Parce que c'était le fils de Louis d'Orléans avec Henriette d'Anguin ou quelque chose comme ça. Parce qu'il se met un peu partout, le Louis d'Orléans. Donc c'est son demi-frère qui est devenu maréchal de France. Mais c'est pas n'importe qui, Pas n'importe quoi. Et donc, quand il a ouvert ce tombeau, il a trouvé un corps supplémentaire. Un corps de femme qui avait des hanches visiblement habituées au cheval, des grandes mains très fortes, qui auraient pu manier l'épée, etc. Bon, on ne sait pas qui c'est. Mais ce qu'on sait, c'est que ce corps supplémentaire n'était pas là lors de l'inventaire fait sous Napoléon III. Un corps qui disparaît en 1900 et un autre qui apparaît en début 2000. Oui. Bizarre. Sachant qu'en plus, qu'on se dit qu'aujourd'hui, à l'heure des analyses ADN... Ah bah non, mais attends, c'est interdit. Et encore, il faudrait avoir aussi la sépulture et le corps de Louis d'Orléans pour pouvoir faire la comparaison. L'État a interdit, l'État français a interdit cette analyse ADN sur ce corps. Ah oui? Ah oui. Oui, parce que tu peux te dire, on peut savoir qui c'est, au-delà de ça, tu vois, on peut se dire, on sait qui, tu vois, au-delà même de ces questions. Non, c'est interdit. Et ça, je te confie, c'est un grand maître franc-maçon qui m'a appris ça il y a 4 ans. D'accord. Oui, ça fait penser à tous ces endroits aussi, près de Rennes ou ailleurs, où les fouilles sont interdites, où c'est comme à Gisors, où il n'y a rien, mais il y a des camions qui sont passés, mais hashtag il n'y a rien. Voilà, non, mais je sais pas, il n'y a rien. Non, c'est complètement... Bon. Donc potentiellement, elle reposerait auprès de son demi-frère. Pour moi, elle est là. J'ai emmené une amie extra-lucide. Médium. Sur ce lieu. Elle m'a dit,
pas de problème, elle est là. Ouais. Bon, après, tu y crois, tu y crois pas. Oui, ça vaut ce que ça vaut. Du côté de nos académiciens, ça ne fera pas, ça marchera pas comme une preuve, c'est sûr. Non, mais c'est... Ouais. Bon, tout ça, je crois que l'histoire de Jeanne, on a fini. L'histoire des Templiers, bah, on pouvait pas l'éviter, parce que c'est lié. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait encore des Templiers parce que j'ai dit, ils se sont occultés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus, même aujourd'hui. Et j'ai été extrêmement frappé quand j'ai sorti ce bouquin en 2012. Dans les 3-4 mois qui ont suivi, il y a un autre auteur qui a fait aussi un bouquin. Elle s'appelle Patricia Daré. Je ne sais pas si tu connais. Je crois pas. De nom, ça me dit rien. Mais... C'est une ancienne journaliste qui est médium. Et elle écrit dans son bouquin. Alors, on croit ou on ne croit pas au médium, mais elle a écrit dans son bouquin qu'elle avait parlé à Napoléon et à Jeanne d'Arc, qui n'est pas morte sur le bûcher de Rouen, selon ce qu'elle lui a dit. Bon, après... Oui, après, bon, on ne pourra jamais... Je ne suis pas médium moi-même, donc je ne peux pas vérifier, hein, mais... Après, j'ai envie de dire, pour les gens qui ne croient pas à ça, je les invite à s'intéresser à Edgar Cayce, ou à la personne d'Edgar Cayce, parce qu'à un moment, il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement. Mais, alors, je te conseille, puisque tu parles d'Edgar Cayce, c'est bien, je te parle de Patricia Daré, qui est une femme de, je sais pas, genre, 51 d'années maintenant, qui vit dans le Berry, et qui a fait une vidéo il y a 6 mois, 1 an, que tu peux retrouver, où elle explique que la nuit, elle avait des rêves récurrents et toujours, d'un mec qui venait la voir avec une croix rouge. Et elle a eu marre, elle est rentrée dedans, et elle s'est retrouvée à faire une enquête sur les Templiers actuels. Ça va souvent, ça c'est un des sens qui est, c'est aussi des gens, il leur arrive des trucs, ils cherchent à comprendre du coup. Et, exactement, vous avez du sens à ce qu'ils reçoivent. Et elle raconte dans cette conférence comment elle a été, j'allais dire initiée, c'est beaucoup plus que ça. Elle était dans un cercle de gens templiers d'aujourd'hui, et elle s'est trouvée, on lui a demandé de s'allonger par terre, on a mis un drap par-dessus sa tête, enfin par-dessus elle, et elle a vécu, elle est partie dans une autre dimension, non seulement intellectuellement, mais physiquement, parce que le drap s'était petit. Vraiment ? Bon, ça... Oui, comme tu dis, on croit ou on ne croit pas. Oui, puis surtout, j'ai envie de dire, si on n'a pas la vidéo, on pourrait dire, tu me dis ce que tu... Voilà, c'est comme les gens qui voient des ovnis. Oui, mais ça existe, les ovnis. Ouais, bah c'est un développement. En fait, ça nous renverrait vers, j'ai envie de dire, l'autre bouquin qui serait l'objet d'un entretien sur le... Qui est Dieu, qui sont les dieux... Qui sont ces fameux dieux. Et pour terminer sur, peut-être sur Jeanne d'Arc, du coup, qu'est-ce qui, selon toi, explique un peu cette omerta et pourquoi finalement, pourquoi ne pas avoir dit la vérité, pourquoi finalement avoir travesti un peu l'histoire? Qu'est-ce qu'il y avait de si dérangeant? Qui l'a travesti, cette histoire? Dans quel intérêt? C'est l'Église qui l'a travesti depuis 6 siècles. Le côté sainte, ça fait même penser à Marie-Madeleine qui a été une prostituée jusqu'il n'y a pas si longtemps, quoi. Tout ça parce qu'en plus, quand il pense, c'est juste parce que c'est écrit qu'on a enlevé d'elle 7 démons, donc c'est une pécheresse, donc c'est une pute. C'est même pas ce qui est. En plus, c'est vraiment déjà de l'interprétation dès le départ, quoi. Ça va très très loin, quoi. Complètement. C'est l'intérêt d'entretenir cette légende fausse, selon moi. C'est juste l'intérêt du Vatican.
En plus, c'est un personnage très populaire en plus dans l'histoire de France, voire même qui est assez inspirant en fait pour beaucoup de gens d'ailleurs dans l'histoire en fait. Très dérangeant. Ou bien, je veux dire, tu vois, il y a pas mal de gens qui ont pu se reconnaître aussi un peu dans ce côté abnégation, ce côté, surtout si tu prends le fait qu'elle meurt à la fin, tu vois, il y a le côté un peu sacrifice pour la nation, et donc ça fait un beau symbole. Et qui a pu inspirer des gens positivement. Même là, il me semble qu'à du coup, tous les ans, c'est ça, il y a le 8 mai, ça c'est marrant aussi, la date du 8 mai d'ailleurs. Qui est la date donc de la délivrance d'Orléans, qui a été aussi la date de l'armistice 45. Et où là il y a toute la ville qui est en fête, et puis il y a un défilé, c'est ça Tout à fait. Et j'ai même des photos où avant la guerre, les francs-maçons défilaient avec le tablier et tout dans la. Ah ouais. Après non. Mais. Oui, à l'époque ça, il faisait partie du truc. Ça pour le coup, pour faire un peu de pub pour Orléans aussi, ça doit être un truc, ça c'est un truc à voir quoi, une fois quoi, venir à la fête du 8 mai. Ah oui, il faut venir. Là c'est toute la ville, c'est ça, il y a toute une procession. Toute la ville, il y a une blague qui est valable d'année en année, on dit la moitié d'Orléans regarde défiler l'autre moitié. Ouais. Et moi j'ai défilé dans ce truc là quand j'étais gamin. Et puis en plus même il y a ça quand j'étais venu la première fois, tu m'avais fait faire un peu un tour en reprenant un petit peu le petit tour initiatique que tu racontes dans le livre. Ça c'est bon. Pour parler un peu du livre, du coup moi ce que je dirais que j'ai pas mal apprécié, c'est le fait que tu fasses je vais montrer comme ça, c'est le fait que c'est le côté roman et un peu à la Da Vinci Code en fait, c'est le récit romancé avec même où tu as fait un thriller policier pour rythmer aussi. C'est exactement ce que m'a dit la femme du maire, que je fais intervenir dans l'histoire. Sous un anagramme. Mais d'ailleurs, s'il est redevenu le maire aujourd'hui, elle m'a dit, mais t'as écrit le Da Vinci Code orléanais. Ah non, mais parce qu'on sent l'influence au sens où même le Da Vinci Code, effectivement, il reprend Holy Blood, Holy Grail, enfin un bouquin qui date de 20 ans avant, il reprend exactement la même idée, mais en faisant une fiction bien romancée, policière, voilà, c'est assez haletant, faut le reconnaître. Puis voilà, en plus tu mets en scène la ville aussi, c'est ça qui est sympa. En plus c'est là qu'il y a aussi de la casquette d'Orléanais, de passionnés de l'histoire d'Orléans. L'histoire se passe pendant les fêtes de Jeanne d'Arc avec les défilés des chars qui font, comme on n'entend pas le bruit du. Enfin bon, bref. Puis comme tu dis aussi, il y a une ville où il y a beaucoup d'histoire, puisque c'était une grande ville à l'époque gallo-romaine, il y a énormément de cryptes partout, de ruines. Ça, si on a fini, je te parlerai d'autre chose après. Parce que Orléans, il n'y a pas que cette histoire-là, il y a plein d'autres choses, notamment dans le cadastre. On a des endroits, comme je te parlais tout à l'heure, du domaine templier qui s'étendait jusqu'à Semois-Fleury, mais le domaine, parce qu'ils en avaient un aussi, le domaine de Notre-Dame de Sion, c'était sur l'autre côté de la Loire, ce qu'ils appellent aujourd'hui le Saint-Jean-le-Blanc. Le Blanc, tiens, pourquoi? Et il reste dans le cadastre. On y est allé il n'y a pas très longtemps, on a assisté à un concert, une salle municipale qui s'appelle la salle Montission. Montission. Mention. Ce qui date de l'époque. Bon. Et puis il n'y avait pas l'histoire aussi que ça a été la première, pas capitale des Gaules, mais que le premier congrès, pas congrès des Gaules, mais comment ça s'appelait? Celtique. Ouais, non, là je pensais plus après, tu sais, le sanctuaire des Gaules. Il y a eu un grand pas un concile, mais un événement politique important, un peu fondateur qui s'était tenu là. À l'époque des Francs, oui, voilà, c'est ça. Qui a fait le premier, le premier concile des Gaules. Oui, c'est concile, c'est ça. Il a réuni effectivement. Oui, parce que. Plein. Oh, je te donne d'autres bouquins. Il y a un petit traite d'Orléans. Oui, je vois, tu me l'avais offert, celui qui est sur le Orléans Val-de-Loire, patrimoine. Bon, on pourra toujours le mettre en insert.
Bah du coup voilà, d'ailleurs pour finir, voilà, toutes c'est ça qui est sympa aussi toujours je trouve par cette histoire aussi qu'on peut vivre un peu par les lieux, par le terrain. Du coup voilà, là tout ça, tout ce que tu racontes là et que tu mets aussi bien en scène, où tu te mets d'ailleurs toi-même en scène par un des personnages finalement. Ça m'a fait rigoler en vrai, parce qu'après quand tu m'as fait le truc, voilà, en fait après vraiment j'ai compris qu'en fait tel personnage, en fait oui c'est toi qui te met en scène en fait. T'as presque ton propre personnage d'une certaine façon. J'ai trouvé ça amusant. Et voilà, moi qui aime beaucoup aussi aller sur le terrain et aller voir aussi justement tout ce qu'on peut voir en fait en dur en fait dans la pierre. C'est pareil quand on dit les Templiers, ils n'étaient pas catholiques. Alors à entendre au sens non catholique, mais chrétien mais pas catholique, et pas très catholique aussi avec dans le sens que le prennent les grenouilles de bénitier. Pour nous, il suffit d'aller. Moi je pense là quand j'étais en Bigorre là dans les Pyrénées l'année dernière, j'ai visité l'ancienne chapelle de la commanderie de Monsonnès qui est assez connue. Et dedans à l'intérieur t'as plein, puis alors t'as des symboles géométriques, des fleurs de vie de partout. T'avais des anciennes fraises de l'Ancien Testament qui sont effacées, c'est dommage, du coup tu peux plus voir ce qui est représenté. Et à l'entrée alors t'as un beau comment ils appellent ça, pas la croix de Salomon mais la pendule de Salomon, la marque compagnonne bâtisseur là que tu trouves énormément dans les Pyrénées, probablement lié au Cagot. Et puis t'as un Christ inversé. Juste à côté de la porte, t'as un Christ à l'envers. Alors ils te disent ah non mais c'est Saint-Pierre. Sauf qu'à côté t'as le légionnaire. Donc c'est pas Saint-Pierre, c'est Jésus. Et donc si c'est mettre à l'envers en symbolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité est inversée. Et voilà. Et en fait quand tu vas dans les sites templiers, tu vois des symboles, des idées qui évoquent autre chose. Tout à fait. Bon, de toute façon, ça c'est la vidéo que je fais actuellement sur la gnose. Pour moi, ça c'est vraiment fondamentalement toute cette idée de ce christianisme gnostique qui était le. Les Templiers étaient des gnostiques, c'est clair. Pour moi, c'est clair. En tout cas, clairement, en leur sein, il y avait un collège où je pense qu'il y avait une partie je pense qu'il y avait, de toute façon, il y avait du monde dedans, donc je pense qu'il y avait des gens qui. Voilà, il y avait des gens qui avaient un peu de tout. De toute façon, tout le monde n'est pas forcément intéressé par les questions spirituelles à toute époque. Mais le cercle intérieur. En fait, l'ordre de la mention, c'était. Parce qu'ils ont quand même eu les 10 premiers grands maîtres communs. Ça veut dire c'était le même ordre, quoi. Alors. Et puis juste pour faire plaisir, comme on est sur la fin, du coup, parce que tu les évoques aussi dans l'ouvrage, toutes ces hypothèses sur le fait que les Templiers auraient ramené l'Arche d'Alliance ou le contact en Orient, et que c'est au contact de l'Orient qu'ils auraient récupéré tout ce qui va permettre de faire les cathédrales en fait aussi. Cette question de la connaissance que tu évoquais d'ailleurs à Saint-Sanson, si tu parles d'archives et de connaissances. Je ne saurais pas confirmer qu'ils aient ramené l'Arche d'Alliance, mais qu'ils aient ramené des connaissances, ça c'est sûr. On est d'accord de toute façon que pour faire les cathédrales, puis voilà, de toute façon il y a un peu un côté, il y a un mystère quand même qui reste avec ces cathédrales, où là tu as envie de dire aux gens de prendre les données de l'équation, on rentre, on met en chantier, et on va construire en un siècle c'est comme faire 100 châteaux de Versailles en un siècle en fait. Donc en fait il faut juste se dire très concrètement, il faut tous les ouvriers qualifiés pour faire ça, les tailleurs de pierre, les charpentiers, les mecs qui font toutes les calculs. Enfin imaginez construire un truc comme ça s'improvise pas. Donc d'où sortaient tous ces gens-là? Il a fallu la connaissance, il a fallu les former, parce qu'il y a, plus on sait que voilà, dans les cathédrales au niveau des proportions il y a. Je te conseille de lire celui-là. Ah oui, mais il est nous. Ah oui, si tu l'as sorti récemment celui-là, non? Il y a 2 ans. Je le montre à la caméra. Ah oui, oui, c'était pour ça que tu avais été invité. Et puis la question du financement aussi, parce que tout ça, ces cathédrales, il faut les payer aussi. C'est pas le peuple qui a pu payer ça, et c'est pas les seigneurs. Ça implique d'avoir une mobilisation de fonds absolument exceptionnelle. Oui, c'est ce que dit. L'Église veut faire croire que ce sont les évêques qui ont raclé les donations du dimanche. Non, c'est impossible. C'est impossible. Bon, on les trouve en plus les traces que ça a permis à financer qui tel truc de mobilier, qui ça ou ça, mais pas financer l'édifice, quoi. Non. Aucunement, quoi. Bon, ça nous fait un bon morceau. Peut-être s'arrêter là, puis peut-être qu'on va. Peut-être une autre fois, éventuellement, on pourra faire juste pour éventuellement teaser, parce que là, je trouve aussi que sur celui-là,
Enfin ça fait une bonne entrée aussi, ça c'est un autre des sujets qui me passionne aussi, cette question de la gnose, mais même au-delà de ça, de l'origine des religions, de l'origine des civilisations, et voilà, où on est à la fois sur la question de la spiritualité et de Dieu, mais aussi sur un plan très historique en fait, qui sont les humains, par quoi ils ont été travaillés, puis voilà l'origine. Je veux dire que les sources sont plus évasives, parce que bon, aujourd'hui tu vas trouver les sources sur les Sumériens, il n'y en a pas des masses non plus, hein, sur l'histoire des Anunnaki. On a les tablettes et les traductions des tablettes, mais c'est vrai que surtout un ouvrage comme ça, en fait, je vois très bien ce que tu as fait, et moi c'est un peu ce que je fais en ce moment aussi en vidéo, c'est la synthèse de milliers de trucs, voilà, on a lu des milliers, des centaines de trucs, et il commence à y avoir un ensemble cohérent qui se forme, et on décide de le raconter en prenant un fil d'Ariane ou un autre. Mais bon, à un moment, après les sources, voilà. Ce qui me paraît le plus important là-dedans, c'est l'histoire égyptienne. Il faudrait que tu lises les bouquins des frères. Les Saba. Oui. Justement, là, parce que tu parlais d'Akhenaton tout à l'heure, j'ai enregistré il y a 2 mois justement toute une vidéo qui sera sortie avant normalement, qui cherche à faire où je m'appuie sur ses travaux, et aussi la reprise aussi et le prolongement qu'on a fait Anton Parks aussi, sur justement la démonstration en fait que de l'origine notamment égyptienne des Hébreux, en tout cas du clergé hébraïque, voilà, clairement on a une expérience monothéistique là, on a des Hébreux qui sortiraient d'Égypte, et puis une génération spontanée monothéiste qui est pas monothéiste dès le début, mais qu'il y a un lien entre les deux, c'est juste évident en fait. Bon, on verra, ça pourrait peut-être faire un bon truc, puisque toute cette histoire en fait même derrière qui est des anciens, voilà, de la théorie des anciens astronautes qui traverse aussi derrière, moi c'est aussi un truc que j'ai découvert quand je suis rentré entre guillemets en ésotérisme. Moi c'est pas Rennes-le-Château finalement, toi c'est pas. Aussi. Toi t'es passé, t'as fait Jeanne d'Arc, Rennes, Jeanne d'Arc. C'est curieusement la région de Rennes-le-Château, c'est l'école à mystère d'aujourd'hui en fait. Plein d'emplacements templiers dans le coin. Il y en a autant là qu'il y en a en Lorraine. Bizarre, quoi. T'as la concentration templière, et puis ce qui est fascinant avec Rennes-le-Château, pour avoir passé 1 mois et demi sur place à arpenter un peu tous les lieux, c'est que dans un rayon de 30 km, t'as pas la moindre église ou abbaye ou chapelle dans son iconographie suggère une autre histoire. Il y a des choses qui vont pas, c'est-à-dire des trucs qui sont des raretés à l'échelle du monde. Chaque petite église en a une, genre qui Jésus avec les yeux ouverts, ou qui Jésus qui est pas forcément bien placé dans le caveau, ou qui derrière le paysage, ça ressemble pas à la Palestine, ça ressemble plutôt à la Houthé. Le mariage ou une arche d'alliance, ou des croix étoiles de David. Le mitraille de Limoux. Le mariage, c'est clairement le sien, quoi. Puis tous les symboles, toutes les étoiles de David, sur place, voilà, tout dans un rayon, puis sans même parler de toute la géométrie, géographie sacrée, le méridien, on pourrait parler pendant des heures de Rennes-le-Château, mais bon, encore merci en tout cas, Jacques, pour m'avoir accueilli, puis pour cette